La détermination elle est toujours la même, les sondages ne varient pas et vous avez pu constater qu'on a un gouvernement et une majorité qui patauge de plus en plus pour expliquer leur contre-réforme. On a eu quelques anecdotes croustillantes, la valeur du point qui évoluera sur un indice qui n'existe pas. Donc voilà, la détermination elle est toujours la même. Et donc, malgré cette période de congé scolaire, il y a encore du monde dans la rue, il y a encore des mobilisations importantes et on n'est pas décidé, en tout cas, à lâcher le morceau, comme on dit. Hier, justement, Sibeth Ndiaye, après le Conseil des ministres, a regretté que la CGT ait quitté les négociations lors de la conférence de financement. C'est ce que vous répondez. C'est la première fois que j'entends Sibeth Ndiaye regretter l'absence de la CGT. Donc je rectifie. Il y a eu une réunion de la conférence de financement. La CGT était présente. Sibeth Ndiaye a oublié de vous dire que ceux qui avaient pratiqué la politique de la chaise vide, c'est les deux ministres en charge de cette question, parce que ni le nouveau ministre de la Santé, ni le ministre des Retraites n'étaient présents à la conférence de financement. S'ils avaient été là, ils auraient pu entendre donc la délégation CGT expliquer par la voix d'un expert indépendant qui s'appelle Michael Zemmour que les 12 milliards, les pseudo 12 milliards de déficit étaient artificiels. C'était un leurre du gouvernement pour justifier l'allongement de l'âge de la retraite et la réduction des dépenses liées à la retraite. Ils auraient pu aussi expliquer à Sibeth Ndiaye que la CGT a présenté un projet avec des mesures concrètes. Vous les connaissez maintenant: retraite à 60 ans, prise en compte des années d'études, emploi des seniors, majoration des pensions. Donc des propositions avec un financement qui passe par l'augmentation des salaires, dans le privé comme dans le public, la remise en cause des exonérations de cotisations patronales, et puis, entre autres, la mise à cotisation des transactions financières. Voilà ce qu'a présenté la CGT hier. Donc maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Moi, ce que je constate, c'est que les députés, j'en ai croisé quelques-uns, me disent « c'est quand même un problème, on nous demande de débattre d'une loi ». Alors que vous, pendant ce temps-là, vous discutez de son financement et que vos résultats seront connus après le vote de la loi. Donc on dit au gouvernement, il faut maintenant vous prononcer. Soit vous êtes d'accord avec le MEDEF qui dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires, soit vous partagez l'opinion de la CGT et des syndicats qui disent la meilleure façon d'augmenter les recettes, c'est d'augmenter les salaires. Les négociations, normalement, devraient se terminer en avril. Vous, d'ici avril, justement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous réunir avec d'autres syndicats pour discuter des propositions. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici avril? Pour l'instant, je vous ai dit, la balle est dans le camp du gouvernement. Donc j'espère que quelqu'un fera le compte-rendu au Premier ministre de ce qu'on a proposé. En tout cas, nous, on va l'interpeller. Pour lui, comme les ministres n'étaient pas là, on va l'interpeller directement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez que on se mobilise en intersyndicale et vous devez être au courant puisque vous avez été conviés. Il y a une intersyndicale ce soir et donc... Mais donc il y aura une contre-conférence de financement, c'est ça la question avec votre homologue de Force ouvrière qui vous êtes entendu? Avec l'ensemble des syndicats, nous sommes pour le débat démocratique, pour le débat contradictoire, et nous allons organiser, pas une contre-conférence, une vraie conférence sur le financement de nos propositions en matière de retraite, mais dans une conception réelle de la démocratie sociale, c'est-à-dire un débat contradictoire pour que ceux qui ont approuvé, en tout cas travaillé sur la réforme du gouvernement, puissent s'exprimer, et puis que les syndicats, dans leur diversité, puissent aussi s'exprimer. Écoutez, on y travaille, et dès qu'on a une idée précise, vous aurez le programme et vous serez même conviés parce que ça sera ouvert à la presse. Vous avez définitivement claqué la porte de l'actuelle conférence de presse. C'était pas très clair hier la position. Écoutez-moi, attentivement. Vous avez écouté toute la journée, ainsi que Catherine Perret. Vous m'avez écouté. Moi, j'ai parlé une seule fois hier. C'était à 19h30. Voilà. Donc, si vous m'avez bien écouté, je vous dis que la balle est dans le camp du gouvernement. Et en fonction de ce que dit le gouvernement, parce qu'il y a urgence à prendre position sur le financement, on ne peut pas concevoir, en tout cas moi je serai député, je ferai la tête,
concevoir qu'une loi se vote alors qu'en parallèle, il y ait des discussions sur le financement et que les résultats de cette discussion se fassent et soient publiés après le vote de la loi. Enfin, je serais député, je serais un peu en colère. En tout cas, j'en ai croisé qui étaient dubitatifs sur la façon de travailler du gouvernement. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement et vous aurez notre position. En tout cas, on n'ira pas, on continuera pas à discuter si le gouvernement ne tranche pas rapidement, quoi. J'ai compris que le MEDEF n'était pas d'accord pour augmenter les salaires. Donc le choix du gouvernement, il est clair. Soit il est d'accord avec le MEDEF, soit il considère qu'il y a besoin d'augmenter les salaires. Évidemment dans la fonction publique aussi, parce que c'est la meilleure solution, la meilleure façon, et d'augmenter le pouvoir d'achat, et d'augmenter les recettes de la sécurité sociale, et donc des retraites. C'est clair ? C'est clair. Merci. Plus ou moins. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Non, je c'est veux pas pas. vrai, c'est que, par exemple, le gouvernement connaît les positions de la CGT depuis des mois. C'est vrai. Alors Donc votre question, c'est pourquoi il a organisé une conférence de financement ? Non, c'est pas ça. C'est que du coup, il les connaît. Donc d'une certaine manière, il vous a déjà répondu. Non, mais on peut pas nous reprocher injustement de ne pas participer aux discussions, alors qu'on les a toutes faites, y compris mardi. Et puis, alors qu'on est les seuls, je vous le répète, on a fait les choses bien. On avait demandé au monsieur Marette, qui est l'animateur de cette conférence, d'avoir un écran, d'avoir un projecteur. On a présenté 2 diaporamas. Un pour démontrer, avec l'aide d'un expert qui n'est pas la CGT, Michael Zemmour, qui est un spécialiste de ces questions, que les 12 milliards, c'était artificiel. Voilà. D'ailleurs, vous avez tous noté qu'on est rentré, il y avait 12 milliards, on est ressorti, il y en avait 113. On n'a pas bien compris l'inflation de la... Ça un peu biaisé comme présentation. Mais non, mais vous savez, c'est un leurre. C'est-à-dire quand on veut dire on veut réduire les dépenses, parce que c'est ce que veut faire le gouvernement. C'est d'abord une réforme budgétaire. On veut réduire le niveau du produit intérieur brut consacré aux retraites. Et ben, on agite un chiffon rouge, enfin pour le gouvernement il serait peut-être bleu, peut-être, et on dit, vous voyez, il y a un problème. Mais comme on a démontré dès la réunion que ces 12 milliards c'était faux, eh bien ils ont forcé le trait. Et à la sortie, il y en avait 113. Vous voyez ? Donc, on a présenté ça de façon claire. Au cas où le gouvernement n'aurait encore pas bien compris nos propositions. Donc maintenant, il faut qu'il se positionne. Parce qu'on ne peut pas reculer. Ça fait vous avez raison, ça fait 2 ans et demi qu'on discute. Donc soit... Et le MEDEF a râlé, je vous assure. Le MEDEF a râlé sur 2 choses. Évidemment, il est contre les propositions de la CGT, ça ne vous surprend pas. Mais en même temps, il a dit qu'il y en a marre des grèves. Ce qui prouve qu'il y a encore des grèves, pour répondre à votre question. Quand le MEDEF le dit, il faut le croire. Donc maintenant, le gouvernement doit se positionner. Parce qu'on ne peut pas concevoir, je vous le répète, que des députés votent une loi où on ne connaît pas la nature du financement, que ce soit le projet du gouvernement d'ailleurs, ou les propositions de la CGT. En tout cas, moi j'ai vu des députés hier matin, on leur a présenté notre projet, et au moins... La différence entre le projet de la CGT et celui du gouvernement, c'est que le projet du gouvernement, parce que même vous n'arrivez pas à me l'expliquer, à part qu'on va travailler plus longtemps, mais une carrière longue, l'indice, etc., même le ministre n'y arrive pas. Donc personne n'y comprend plus rien. Et plus j'explique, moins on y comprend. Nous, notre projet, tout le monde le comprend. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce que propose la CGT, tout le monde le comprend. Voilà. Il y a un des rapports par le gouvernement. Pardon ? Vous avez espoir d'être entendu ? En tout cas, moi j'ai espoir que la rue se fasse entendre encore plus fort, parce que je vois bien que toutes ces tergiversations du gouvernement, les positions des uns et des autres, ils ont quand même... Il n'y a plus un seul économiste, même dans les soutiens de Macron, qui défend ce projet de loi. J'allais dire, je vais rester poli, la cacophonie, elle n'est pas du côté des organisations syndicales, elle est plutôt dans le club de La République En Marche. Vous allez être reçu par La République En Marche, parce qu'hier il y a un député qui disait justement sur le plateau de LCP... Vous avez bien suivi alors. J'ai bien suivi, vous voyez. Alors donc vous m'avez aussi écouté. Moi je suis assez surpris par ces mensonges, en tout cas ces contre-vérités des députés de La République En Marche. Je vous le répète, il y a 3 mois, j'ai été contacté par un député de La République En Marche qui s'appelle Sacha Houlier, qui
est député, mais en même temps qui est dans le, je ne sais pas comment ils appellent ça, la direction nationale de En Marche, qui m'a dit, M. Martinez, ça ne vous dérangerait pas d'être reçu par le groupe Je dis, nous on parle avec tout le monde. Ça fait 3 mois. J'ai entendu un mois après M. Legendre qui disait la CGT n'a rien à proposer, ils ne sont jamais là, etc. Donc j'ai renvoyé un message à M. Houllier en lui disant mais il y a un mois je vous ai dit oui, j'ai toujours pas de réponse. Donc ça fait 3 mois qu'on attend d'être reçu par soit le mouvement, soit les députés, soit le... Hier soir, il y a un député qui vous a dit sur le plateau oui, je veux bien vous voir. Mais vous avez donc je vous rappelle. Donc vous avez eu des nouvelles? Ah, pas de nouvelles, non. Mais c'est la même chose depuis 3 mois, vous avez bien compris. Il y a ceux qui veulent bien discuter, nous, y compris quand on n'est pas d'accord. Parce que les députés, on les invite aussi dans des débats contradictoires dans leur circonscription. Pour l'instant, il y en a un qui a accepté à Poitiers, je ne me rappelle plus de son nom. C'est la circonscription de Sacha Houlier et lui n'est pas venu. D'autres questions? Monsieur Martinez, sur l'intérêt justement d'être là aujourd'hui, quand justement maintenant que le texte est à l'Assemblée, est-ce que pour vous la pression de la rue est plus importante ou doit être plus importante parce que les choses changent? Oups, non, pas en même temps. Alors, mais bougez pas, juste. Ouais, fais pas là. Très bien. Voilà. Tu m'entends bien, Julie, ça marche? Oui. Est-ce que ça a encore un intérêt de manifester alors que la loi est en négociation à l'Assemblée et que la conférence de financement aura les résultats après le vote de la loi? Oui, ça a un intérêt parce que le constat, il est quand même aujourd'hui qu'il n'y a de moins en moins de soutien à ce projet de système universel de retraite par points porté par le gouvernement. Alors certes, on entend les élus de la majorité à l'Assemblée nationale soutenir ce projet du gouvernement. Ce que je constate malheureusement, c'est que j'entends à nouveau ressasser les mêmes formules très générales sur le fait que ce projet apporterait des améliorations, ce sera mieux demain, mais personne n'est capable de nous dire concrètement en quoi ce sera mieux demain. Et ces formules-là, nous n'avons eu de cesse de les contredire, de les démonter publiquement. Nous avons débattu avec des ministres, avec des élus de la majorité pour expliquer en quoi ce qu'on voulait nous présenter comme un avantage était de l'ordre de la formule marketing, du bel emballage cadeau, mais que la réalité n'était pas celle-ci. Il sera plus difficile demain de se constituer des droits à la retraite avec ce système par points où il faudra s'acheter des points tout au long de la vie active et qu'il est impossible d'expliquer simplement arithmétiquement que lorsque vous avez un bas salaire, un faible salaire en début de carrière, lorsque vous êtes contraint à un temps partiel subi, lorsque vous êtes contraint par le chômage parce que vous n'avez pas de boulot, lorsque une fois senior, vous n'avez plus d'emploi, s'acheter des points dans ces conditions-là sera quand même beaucoup plus difficile que de calculer une retraite sur les meilleures périodes de votre vie active, sur les 25 meilleures années. Ça, c'est simple à comprendre. Donc, il est clair que ce sera plus difficile d'acquérir ces droits à la retraite et surtout, ces droits à la retraite vont devenir incertains. On parle de gouvernance aujourd'hui, tout le monde a compris et c'est un des points majeurs pour Force ouvrière que ce qui est en train de se passer, c'est l'étatisation complète du système de la sécurité sociale, en particulier aujourd'hui sur la retraite, qui passera sous tutelle de l'État, qui veut se faire un instrument de gestion financière avec les retraites sur les 320 milliards d'euros annuels que représentent les prestations de retraite. Et on a bien compris que les paramètres vont être multiples dans ce que pourra utiliser demain l'État, donc les gouvernements, pour gérer le volume des prestations de retraite. Il y aura les valeurs du point à l'achat, à la revente, le taux de rendement. Et puis il y aura maintenant l'âge d'équilibre, on l'a bien compris, et on a compris que l'âge d'équilibre, on nous avait dit au départ, au mois de mars, 63 ans. C'était incité à travailler jusqu'à 63 ans, nous disait M. Delevoye à l'époque. Nous avions dit attention, les masques tombent. Et puis cet été, on a eu un âge du taux plein ou pivot ou d'équilibre à 64 ans. Et maintenant, j'entends par exemple une des ambassadrices des retraites à l'Assemblée nationale vanter l'avantage du système universel de retraite par points, notamment pour les femmes qui aujourd'hui sont obligées d'attendre 67 ans pour bénéficier du taux plein et qui pourront bénéficier du taux plein 2 ans avant. 67 moins 2, ça fait 65.
Donc d'ores et déjà, on est passé un cran plus loin, en très peu de temps, vous avez vu à l'Assemblée nationale, à 65 ans. Et on a bien compris, c'est l'étude d'impact, c'est que l'âge d'équilibre va devenir une borne, une variable, qui évoluera en fonction des contraintes financières. Et puis vous imaginez aisément que vous avez les paramètres sur le malus, on pourra faire varier le taux de malus, en plus, en moins, ou le taux de bonus, pour rendre le bonus plus ou moins intéressant. Donc tous les paramètres, tous les instruments sont entre les mains en dernier ressort de l'État, qui gérera les retraites non pas comme un droit social, le droit de enfin pouvoir se reposer, s'arrêter, mais comme une variable financière budgétaire. Et c'est le danger de ce système. Nous n'en voulons pas, plus personne n'en veut. Monsieur Verrier, sur l'équilibre et le Est-ce que vous êtes financement, entendu vous en parlez lors d'une conférence de financement. Quel regard vous portez sur certains qui veulent peut-être claquer la porte de cette conférence de financement? Et vous, est-ce que vous dites on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à fin avril? Moi, mon regard porte avant tout sur le système universel de retraite par points. Je l'ai dit, cette conférence de financement, c'est une opération de dupe. On veut détourner les regards du système universel de retraite par points qui est en ce moment même en débat au Parlement. Et la conférence de financement ne nous fera pas détourner le regard de ce projet dont nous ne voulons pas. Sur le financement lui-même, sur la conférence elle-même. Pourquoi elle existe? D'abord, elle existe parce que le gouvernement, parce qu'il y a eu la mobilisation, parce qu'il y a eu la grève, parce qu'il y a eu ces manifestations, a dû reculer, a proposé de reculer à la génération 75 la mise en œuvre du système universel de retraite par points. Autrement dit, il a retardé le moment où l'État aura entre les mains les instruments de pilotage du système. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il espérait calmer la mobilisation de celles et ceux qui étaient le plus immédiatement potentiellement concernés par le système universel. Ce faisant, ayant perdu l'outil pour gérer et piloter les différents paramètres, points, malus, etc., il a proposé, le Premier ministre, d'installer entre-temps tout de suite un âge pivot dès 2022 dans le cadre du système actuel pour pouvoir justement contraindre dès 2022 à travailler plus longtemps. Et c'est lorsqu'il a fait cette proposition, au mois de décembre, fin décembre, que, évidemment, certaines organisations syndicales favorables au système universel de retraite par points, ça devenait quand même un peu difficile d'expliquer qu'on était favorable à la mise en place d'un âge pivot dès 2022. Ce qui a provoqué une demande de la part de la CFDT d'une conférence de financement. Le gouvernement, craignant d'avoir cette fois un front uni complet syndical contre lui, a concédé cette conférence de financement, mais il l'a très clairement encadrée. Nous lui avons répondu très nettement sur le fait que nous n'étions pas d'accord du tout avec ce cadrage. Il l'a cadré comment? En disant bien évidemment qu'on ne baissera pas les pensions, ça personne ne le ferait, mais en y ajoutant le fait qu'il n'était pas question que des mesures conduisent à augmenter le coût du travail. En clair, de négocier 1% d'augmentation de la cotisation. C'est une des suggestions du Conseil d'orientation des retraites qui permettrait de résoudre le problème de l'équilibre des retraites à horizon 2025 et 2030. Le gouvernement nous le refuse. Nous avons dit que nous allions aussi surveiller qu'on ne détourne pas des fonds qui sont aujourd'hui dévoués à d'autres dispositifs sociaux comme accident du travail, maladie professionnelle, assurance chômage, logement, pour masquer une augmentation éventuelle ou un rééquilibrage des retraites sans augmentation du coût du travail, c'est-à-dire faire un effet de base communicant. Donc, pourquoi y rester à cette conférence de financement? Parce que justement, je vais surveiller qu'on ne va pas, dans le dos des salariés, détourner soit des fonds, soit in fine, de toute façon, nous imposer un âge pivot. Cela étant, je l'ai dit, compte tenu des vents contraires, vous avez vu comme moi la position du patronat, du MEDEF aujourd'hui, qui ne veut, alors évidemment, c'est pas dans le même sens que nous, mais il n'a pas l'intention non plus d'être le dindon de la farce, si j'ai bien compris sa position. Compte tenu des vents contraires, je l'ai dit, la conférence de financement n'ira pas à bon port. Eh bien aujourd'hui, je constate qu'elle prend l'eau de toutes parts, que certains essayent d'écoper bon an, mal an, mais qu'à l'arrivée, on va au naufrage, et en tout cas, nous, on ne se laissera pas naufrager. Donc, à l'évidence, elle ne va pas aller bien loin, la conférence de financement, à mon avis, si elle n'est pas déjà mornée. Est-ce qu'il y aura une contre-conférence de financement, notamment avec EPO, SNUIPP On a décidé, l'intersyndicale a décidé d'organiser, on verra comment elle s'appelle, une contre-conférence du financement ou autre chose. Je pense qu'on pourrait choisir un autre terme que celui-là. D'ailleurs, l'objectif, il est de faire intervenir divers experts, spécialistes, philosophes, sociologues, économistes, pour faire valoir qu'il y a un autre regard à porter sur la retraite. Vous savez, mon organisation syndicale
à de vieilles traditions et de vieilles références, notamment peut-être que certains d'entre vous connaissent cet ouvrage de Lafargue, Le droit à la paresse. Eh bien, la question de la retraite, ce n'est pas une question financière, c'est le droit de pouvoir enfin s'arrêter de travailler quand on a travaillé toute sa vie et de pouvoir enfin en profiter. Eh bien, c'est ce droit-là que nous voulons défendre, que nous voulons continuer de défendre, que nous avons constitué au fil du temps dans le cadre de la protection sociale et de la sécurité sociale, et nous estimons que nous en avons les moyens. Je le rappelle, puisqu'on parle de financement, on nous dit à horizon 2030, en utilisant les projections du Conseil d'orientation des retraites, le déficit cumulé atteindrait 113 milliards d'euros. Il y a à l'évidence une volonté de dramatisation un peu, parce que ça fait beaucoup, 113 milliards d'euros à horizon 2030, dans les 10 ans qui viennent, en cumulé. Mais ça n'est jamais que moins que ce que chaque année on verse aux entreprises sous forme d'aide publique ou d'allègement de cotisation. C'est le ministre Darmanin qui les évaluait, je l'ai dit souvent, à 140 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'il faut relativiser tout cela. Je pense qu'on pourrait très bien réorienter une partie de ces aides publiques justement pour travailler et négocier sur la base d'une augmentation des cotisations, de ressources qui permettent d'assurer l'équilibre des régimes de retraite à long terme. Et je le dis à long terme puisque le Conseil d'orientation des retraites disait que 1% rétablit l'équilibre à horizon 2030 et que ensuite, naturellement, toutes choses égales par ailleurs, les systèmes de retraite reviennent pour des raisons démographiques à l'équilibre. Donc nous n'avons pas besoin ni de réformer le système des retraites de la façon dont veut le faire le gouvernement, ni de quelque âge d'équilibre ou mesure d'âge que ce soit. Donc c'est ce que nous voulons faire valoir et nous allons organiser cette conférence pour justement apporter un autre regard que les formules marketing qu'on a de cesse de nous ressasser du côté du gouvernement depuis plusieurs mois et à nouveau maintenant dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui ne sont jamais ni démontrées ni traduites concrètement. Est-ce que